Les garçons, je peux vous embêter un instant, comme d'habitude. Bien sûr, Mathilde. Je voulais revenir avec vous sur vos coups de cœur du mois de janvier et voir un petit peu si ça se ressent au niveau des ventes, si vous pouvez faire un petit récap aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup, donc je pense que c'est nécessaire. C'est clair qu'on a eu un beau mois de janvier, hein, Ouais. c'est pas le cas de toutes les années. Non, c'est vrai que c'est un mois de janvier, c'est un excellent millésime. Ouais, exactement. On se rappellera de 2024. Effectivement, le premier auquel je pense d'instinct, c'est peut-être le Bret Stephens de cette année, le Roi Méduse, parce que ça reste quand même un auteur de niche qui vend pas énormément comparativement à d'autres, mais bon, je pense qu'on a bien su le pousser. Ouais. Et puis quand même si c'est vrai que c'est un auteur de niche, je trouve que son nouvel album, il y a un côté un peu thriller suspense qui peut-être lui donne accès à un lectorat un peu plus large que les précédents. Tout à fait. Par exemple, Panthère, c'est un peu délicat à conseiller à tout le monde. Mais de toute façon, je pense que même lui, il a dû faire exprès évidemment de rendre la narration peut-être plus facile d'accès aussi. S'il y en a un à conseiller, si vous n'en avez jamais lu, c'est peut-être l'album par lequel commencer Bret Stephens. Ah, complètement. La forteresse volante. Pareil, un récit entre fantastique et suspense. Pas ultra grand public dans son dessin ni sa narration d'ailleurs, mais qu'on a adoré. Et franchement, je regardais un petit peu les ventes qu'on a faites dessus. Franchement, c'est très respectable. Mais c'est vrai que c'est vraiment deux titres, celui-ci et le Bret Stephens. De prime abord, tu te dis on va sans doute passer un excellent moment de lecture. Après, est-ce qu'on va réussir à convertir en conseil auprès de nos clients? C'est moins évident. Moi, j'avais une question à te poser. Oui. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit le mois d'Angoulême, le mois de janvier, est-ce que ça a un impact sur les ventes? Est-ce que les gens s'intéressent un peu davantage à la BD et vont peut-être être plus téméraires, plus aventureux dans leur choix de lecture? Alors, je pense que ça a un impact. Après, est-ce que chez nous, ça a un impact? Un peu moins, forcément, proportionnellement. Mais n'empêche qu'il y a quelques personnes qui nous ont demandé le Fauve d'Or, qui nous ont demandé le Grand Prix, à qui on a parlé de, par exemple, Knives Out on the Lake, qui a eu le prix de la série, et qui était déjà au courant, on ne leur a pas appris nécessairement, tu vois. Donc oui, je pense qu'il y a une dynamique à ce sujet. Bon, alors chez nous, toute proportion gardée. Oui. Après, c'est vrai que nous, nos clients sont déjà bien éduqués. On parle de vous, là. Donc effectivement, oui, ça a un impact parce qu'on en parle quand même de plus en plus dans les médias aussi. Oui, et ça, c'est bien, du coup, parce que ça reste... c'est plus de la niche. Est-ce que tu as un autre titre qui t'a marqué sur janvier et puis début février, qui serait peut-être un peu plus commercial, un peu plus grand public? Ah bah oui. À proposer. Moi, celui qui m'a marqué, peut-être ma première grande lecture de l'année, c'était Havana Connection, qui est là. Et Havana Connection, je pense que j'ai bassiné un peu tout le monde avec, surtout que nous avons eu la chance de recevoir Djibril Morissette Fan en dédicace. Et une espèce de thriller historique basé sur des faits réels, mais avec une part de fiction quand même intéressante, un dessin réaliste. Moi, je trouve ça maîtrisé de bout en bout. Ouais, complètement. Voilà, on sent différents monochromes. Oui. On sent l'école comics, comme on avait vu sur La Bombe. Oui, parce que c'est un dessinateur de comics à la base. Il en a fait beaucoup en tout cas. Oui. Et du coup, ça rend ça lisible par absolument tout le monde, ou presque. Donc, moi, j'avais peur que ce soit un peu trop sage au début, et en fait, j'ai commencé à lire et c'est ça, en fait, j'ai pas pu m'arrêter. Alors, pour continuer un peu dans ces titres plus grand public, qui nous ont marqué sur le début d'année, je ne peux pas ne pas citer le Steve Cusor, le combat d'Henry Fleming. 6 ans après son immense succès avec 5 branches de coton noir, qui se trouve ici, il revient avec cet album. Alors cette fois, il est tout seul. Sur le précédent, il était avec Yves Sant au scénario. Oui. Là, il adapte un roman de Stephen Crane. Et alors moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis je trouve que visuellement, il a encore franchi un cap sur cet album. Il y a des scènes de bataille qui sont juste époustouflantes, dans un style un petit peu gravure, un petit peu à l'ancienne. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Oui, tout à fait, surtout que c'est un album, pour avoir feuilleté un peu 5 branches de coton noir, là, justement pour faire un petit mot dessus, c'est un album peut-être avec moins de texte qui va laisser la part belle à l'action, et pour le coup, son dessin se prête vraiment à ça, avec c'est pas vraiment du noir et blanc pur et dur, puisque il y a du monochrome là encore. Oui. Il y a un sens comme je disais, de la lumière et des ombres, qui est absolument fascinant chez Yves Cusor. Steve Cusor, pas Yves Cusor, pardon. Excusez-moi, Yves Sant et Steve Cusor, je vais y arriver. Je suis fasciné par ce dessin-là. Et oui, il a franchi un cap, tu disais ça, mais quand tu prends les deux albums côte à côte,
ça se voit. Je Ouais, dirais pas, il n'y a pas photo, parce que quand même, il dessinait déjà très bien Oui, pour bon, Saint-Bourgeois bien au sûr. contour. Peut-être que c'est le style qui veut ça aussi, mais il y a une précision dans ce dessin-là exactement. qui n'est pas dans... Je trouve qu'il était C'est plus dans un registre BD classique dans les 5 manches de coton noir, alors que là, il franchit un cap et il devient vraiment juste un illustrateur de grande classe avec une économie dans le trait qui, Oui, il en fait pas trop. qui est étonnante. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais parler dans tes coups de cœur de janvier et février? Peut-être des titres plus étonnants, en tout cas par rapport à notre lectorat habituel. Je vais te le chercher, vas-y. Toi, je sais que tu as bien aimé comme moi Tokyo Mystery Café. Un album qu'on s'attendait pas forcément à vendre énormément, enfin moi personnellement. Et qui finalement s'avère être un très beau succès. Bah oui, plutôt. Ouais, là encore, on nous a écoutés et c'est très plaisant. On est dans le quartier geek de Tokyo, à Akihabara. Donc oui, ça me parle effectivement, certes. Mais je ne suis jamais allé à C'est comme un Akihabara. poisson dans l'eau là-bas. Ah oui, sans doute, oui. Et bah lui, un petit peu moins. Lui voudrait être mangaka. Donc il se rend au Japon comme ça, avec ses planches et son courage. Et il va tomber sur un secret qu'il n'aurait pas dû trouver. C'est le début, c'est sa rencontre en fait avec ce cafetier détective. Je sais pas trop comment l'appeler autrement. Double formation, effectivement. Et une enquête en fait très feel good, tout public encore une fois, avec le dessin de l'atelier Sento, c'est ça, atelier Sento, qui va bien avec, dans le style un peu rond, très coloré. Beaucoup de fraîcheur. Et pour autant pas neuneux, quoi. Enfin, on n'est pas sur de la BD facile ou quoi que ce soit. Non. Donc c'est le bon mélange. Moi je trouve qu'on renoue avec de la BD grand public, voilà, qui va plaire à tout le monde, parce que le dessin est chouette, que les couleurs sont super fraîches, un peu pastel comme ça. Je sais pas, c'est un vrai plaisir à tourner les pages, et sans prise de tête. C'est juste que tu passes un bon moment, et la BD elle n'a pas forcément besoin d'être plus ambitieuse que ça. C'est juste l'envie d'une bonne lecture avec un peu de suspense, de l'humour, des personnages attachants. Et je trouve que Atelier Sento, ils ont frappé un grand coup pour leur première BD chez un grand éditeur. Le Lierre et l'araignée, c'est toi qui me l'as fait lire, puisque je suis pas forcément allé dessus tout de suite. C'est une histoire que je connaissais pas vraiment, historique, sur ce réseau de résistants, la Feuille de Lierre, qui était un réseau alsacien composé de très jeunes garçons, ou d'adolescents même, et donc qui ont lutté contre la réannexion de l'Alsace au début de la guerre. Donc voilà, une histoire évidemment très prenante, mais pas que une histoire de guerre, pas que violente. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que Grégoire Carlet, il choisit de débuter son histoire avec un grand-père qui initie son petit-fils à la pêche, et puis lui transmet ses souvenirs donc, de la Deuxième Guerre mondiale. On a un contraste en fait entre la guerre et la vie, tout simplement, la vie et la mort. Et bon, c'est peut-être pas voulu à ce point de la part de l'auteur, mais ça rend une espèce de dichotomie super intéressante. Je me demandais si en manga, même chose, les ventes suivaient les coups de cœur. Complètement. Alors Justement. évidemment, tu peux pas empêcher que Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, One Piece dominent le top vente, mais parmi ces blockbusters se glisse un irréductible. Et justement, dont le tome 2 arrive aujourd'hui en boutique. Ouais. Montrons le tome 2 de Land. Alors je vous ai déjà bassiné avec Land, ici même, en vidéo. Donc je vais pas forcément refaire mon speech. Ah ouais, mais... non, je le subis tous les jours. Oui, bah t'es bien content de voir les ventes, non? Ah oui, tout à fait. Donc voilà, pour moi, une de ces superbes découvertes en début d'année, je découvre complètement, c'est une première œuvre, et pour une première œuvre, c'est magistral. Donc là aussi, pas mal de conseils réussis, Ah oui, de clients transformés. Ouais, complètement. Et ce qu'on peut ajouter d'ailleurs, c'est que on avait commandé une quantité relativement modeste du tome 1, parce qu'on voulait voir à quoi ça ressemblait. Et puis alors David et Mathilde se sont enflammés sur ce titre, du coup on a vendu beaucoup, sauf qu'on a reçu le tome 2, et qu'on avait calé les quantités du tome 2 sur celles du tome 1. Donc là, on les a reçus ce matin, il y avait déjà plein de précommandes dessus, donc on a quasiment plus de tome 2. On va en revoir d'ici 2-3 jours, mais ça montre aussi des fois la difficulté qu'on peut avoir à estimer les commandes qu'on doit passer sur certains titres, et surtout sur les tomes 2 qui sortent... qu'on commande avant d'avoir reçu le tome 1, et donc avant de l'avoir lu, et avant de l'avoir conseillé nécessairement. Oui, ça forcément, quand on commande 3-4 mois à l'avance. Bon, on est obligé de parler du meilleur manga du monde, n'est-ce pas? Alors attends,
Parce que du coup, je sais plus duquel tu parles. Ah oui, tu connais pas le meilleur manga du monde? Mais non, c'est bien qu'il m'a pas encore converti. C'est Owen Kenobi qui il m'a pas dit encore converti. À chaque fois qu'il vient Je ici. résisterai à chaque fois. Et là, il va m'enflammer en commentaire. Slam Dunk, beau démarrage. Pas un démarrage exceptionnel non plus, mais il est quand même relativement cher. Et puis, mais je pense que c'est vraiment sur l'année. On va travailler nos clients au corps, ils vont finir par le prendre. Mais même de toute façon, je suis pas sûr que l'éditeur il ait une stratégie de boom commercial dès la sortie. Alors non, t'as raison, puisque j'ai vu qu'il s'était vanté déjà de ventes de l'ordre de 2500 exemplaires sur le premier mois ou sur les premières semaines. Donc ça montre qu'ils sont déjà aussi agréablement surpris par les résultats. Et d'ailleurs, le tome 1 est en rupture chez l'éditeur à l'heure actuelle. Donc, Ce qui veut dire un tirage relativement faible. Exactement. Mais continuez à soutenir Slam Dunk, nous, il nous en reste encore un petit peu, donc n'hésitez pas. Voilà. Après, c'est une 3e édition aussi, il faut dire, donc c'est pas comme c'était une vrai, nouveauté. C'est vrai. C'est un beau démarrage pour quelque chose qui est pas nouveau. Est-ce qu'il y a un autre manga dont tu veux parler? Et ça, toi aussi, tu veux en parler. Eh ben, super, c'était le prochain sur ma liste. Avoue que tu veux en parler aussi, Ouais. Thunder 3. Une histoire, alors graphiquement étonnante là encore, avec un mélange des genres. Ouais. Voilà, ces personnages. Ça fait un très peu vintage. Hein. chibi, bah oui, ça fait Ouais, très ouais, vintage, ouais. Sur cette Personnage à l'ancienne, presque Tezuka. Oui, like. complètement. Complètement, c'est Ah ouais, totalement d'accord. Voilà, on est dans ce monde-là un petit peu simpliste comme dessin, jusqu'à ce que ces 3 garçons, pour aller sauver la petite sœur du personnage principal, se rendent dans la télé directement, dans la PlayStation 5, où les graphismes sont incroyables, puisqu'on est sur Quelle un dessin. définition! Voilà, on est sur un dessin beaucoup plus réaliste, beaucoup plus SF aussi, qui rappelle du Gantz. Enfin d'ailleurs, est-ce qu'on est sûr? Est-ce que c'est le même auteur ou pas? Oui. Bon, bah voilà, Ouais, c'est l'auteur on- de Gantz, on donc est c'est le sûr. dessin de Gantz. C'était trop voyant Ouais. pour que ce soit pas lui. Mais je trouve ça très malin de sa part parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui détestent Gantz, Lastiro Inuyashiki, Gigante, Gigante. parce qu'ils trouvent que l'auteur il fait trop dans le fanservice, etc. Donc c'est assez malin, je trouve, d'avoir pris un pseudo pour faire quelque chose de vraiment différent et peut-être convertir des lecteurs qui, a priori, ne voulaient plus lire de ses œuvres. Et même sans parler du pseudo, l'œuvre en elle-même, dès le début, il brouille les pistes, puisqu'avant qu'on se rende dans ce monde-là avec son dessin, je dirais, habituel, Oui. on a quand même une histoire qui se tient et qui est quand même bien dessinée, Ah, malgré mais tout, dans complètement. un autre style. Complètement. Donc, Ouais. bon, c'est aussi la preuve d'un certain talent, quand même, graphiquement Ouais. parlant. Et je sais pas si toi aussi tu as eu des retours de lecteurs dessus, mais franchement c'est assez unanime. Hein. Tous les gens qui ont lu le premier tome n'attendent qu'une chose, c'est la suite. On nous demande la sortie du tome 2, et d'ailleurs, je sais même pas si c'est annoncé. J'ai pas vu. Voilà. En tout cas, j'ai hâte aussi. Ça fait partie de ceux dont Ouais. je vais lire le tome 2, tu vois. Ouais, certainement. Certainement pour moi aussi. Quand Pas je toujours le cas, il faut trouver du temps. Alors Thomas, tu nous avais dit que tu allais booster un petit peu le comics là, en ce mois de janvier. Eh ben écoute, ça a bien marché puisqu'on est à moins 15%. Bon, il y a une explication toute simple à ça, c'est que cette année, il n'y a pas un phénomène à la Nice House, Under the Silver Lake. Take 2. Bon, il y a une explication à ça, puisque cette année, on n'a pas un phénomène à la Nice House on the Lake, que d'ailleurs, on continue de bien vendre, puisqu'il est encore dans le top 5 en ce mois de janvier 2024. Alors voilà, les chiffres sont pas extraordinaires, mais les motifs d'espoir, c'est que les titres dont on vous a parlé en début d'année, ils sont bien présents dans le top. Je pense notamment aux Zoé Good. On n'en reparle pas trop, mais voilà, juste un album assez phénoménal sur la dépression vécue par l'autrice, et elle en parle d'une façon extrêmement originale et vraiment virtuose. On n'en a plus là parce que vous avez été nombreux à le prendre en boutique et sur le site. Là vraiment, sur le site, ça a explosé sur Au-dedans, le formidable album qui est sorti chez 404 Comics. Mais la meilleure vente du mois en comics, eh bien, c'est Mon parrain la bonne fée de Robert Mailer Anderson et John Sack, que nous avons eu le plaisir d'accueillir au mois de janvier. C'était un excellent moment qu'on a passé avec eux, vraiment des gens extrêmement généreux. Il y a eu un bel échange. Donc meilleure vente du mois. Et puis pour le reste, eh bien, comme je disais tout à l'heure, Nice House reste un peu au sommet des charts, ainsi que Human Target. Donc on va voir, là en février, on a... Et d'ailleurs ça c'est... Je vais passer la parole à David, puisqu'on a reçu un titre aujourd'hui qui pourrait potentiellement être notre meilleure vente sur le mois de février. Je pense que... Moi, chez moi, j'ai la chance d'avoir un tome 1 de Walking Dead avec une dédicace à mon nom de Charlie Adler. Et Charlie Adler, ça le tombe bien, flex. t'as vu ça? C'est un cadeau d'un copain. Bon. Charlie Adler,
sort aujourd'hui, donc Dames and All. Donc un album fantastique, apparemment bien noir et un peu violent, comme j'aime chez Charlie Adler, un dessinateur pour moi virtuose, et j'ai hâte de découvrir ça. Et puis, quand même, le scénariste Simon Spurrier, désolé, je le dis à la française, mais qu'on avait notamment admiré sur Hellblazer et sur Coda. C'est vrai, Coda Omnibus. Alors Mathilde, tu passes devant la caméra pour nous parler toi aussi de tes derniers coups de cœur en termes de lecture qui sont peut-être différents de ceux de David et moi. Moi j'en partage déjà beaucoup avec vous, mais c'est vrai que dernièrement, la semaine dernière, j'ai lu L'Homme Miroir de Simon Lamoureux et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça tombe bien parce qu'on le reçoit en dédicace le 26 avril et ça parle d'une femme qui acquiert une vieille maison, une vieille bâtisse qui date du 19e siècle, qui n'a pas été habitée depuis 30 ans. Elle y emménage et se rend compte qu'il y a toutes les affaires de l'ancien propriétaire encore à l'intérieur. Ses parents la rejoignent et petit à petit ils vont plonger dans le passé imaginaire de cet homme et essayer de reconstituer son passé. Est-ce qu'il était militaire, voyageur? Voilà, ils vont reconstituer une sorte de passé imaginaire mais qui sera en parallèle de leur propre passé à eux, de leur propre vie finalement. Ok, ouais, donc ils fantasment un petit peu l'histoire de l'ancien propriétaire de la maison. Exactement. Et je crois que tu veux nous parler d'un deuxième album qui te tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons. Oui, alors c'est Minuscule Folle Sauvage de Pauline de Tarragon, qui est aussi connue sous le nom de Pyjama. Eh oui. C'est une chanteuse et une illustratrice, et elle a sorti sa première BD. À la base, elle a fait 3 albums jeunesse, dont un avec la chanteuse Pomme. Et voilà, ça c'est sa première bande dessinée, Minuscule Folle Sauvage. Ça s'est sorti hier pour vous, vendredi, et c'est très très beau. C'est paru chez quel éditeur ? La Ville Brûle. Ah, mais je crois qu'on a déjà reçu des dessinatrices de La Ville Brûle. Ouais, Myrion Mal. Ah ouais, grand souvenir. Ouais, c'était super. C'est une autrice avec une personnalité un peu hors du commun et c'était cool. Franchement, c'est une chouette maison d'édition, La Ville Brûle. Ils éditent que des femmes et c'est toujours des partis pris visuels assez intéressants et des histoires souvent bouleversantes. Ouais. Et là, c'est le cas aussi. C'est très émouvant, c'est Pauline, du coup, l'autrice qui nous fait rentrer dans sa tête. C'est un parcours très intime et elle raconte ses angoisses, ses peurs, mais avec beaucoup de douceur. Elle a un dessin très joli, très doux et très réconfortant. En fait, on ressort de cette BD et on est bien. Et même chose, on la reçoit en dédicace à la boutique. Oh là là, feu d'artifice là, que de dédicaces. Ouais, merci à toi de les faire venir ici. Bah, merci aussi à La Ville Brûle et on est super contents de la recevoir donc le 29 mars. Il y a encore des places. La date est notée. Franchement, ce week-end, on s'est cru sur la côte basque, c'était la déferlante. Il y a eu, je sais pas, plus de 12 ou 15 commandes en 2-3 jours. Je crois que c'est notre record, non ? Oui, là je pense qu'on est sur les bases d'un record. Avec des commandes super sympas. Des commandes super sympas parce que on voit que les gens qui nous regardent notamment sur YouTube ou qui nous suivent sur Insta écoutent nos conseils et ça fait franchement super chaud au cœur. Là tu vois, je suis en train de préparer une commande qui va partir au Canada. Donc salut Johan. Avec Le Chien Gardien d'étoiles, qui est quand même une de nos plus belles lectures du mois de janvier. Pas la plus gaie, mais une des plus émouvantes en tout cas. Le fameux Roi Méduse de Brecht, on le soutient à fond, donc ça fait très plaisir. La Forteresse Volante de Palonnier Villa, un de nos méga coups de cœur qui, je pense, on va continuer à le défendre encore de longs mois. On va essayer de le garder le plus longtemps possible sur les étagères. Et puis le Dipit de Marc-Antoine Mathieu. Là, on va faire un bon emballage parce que ça va voyager très loin. Donc, il faut pas que ça bouge dans le carton.